Bonjour à tous et bienvenue dans le nouvel épisode de Made in Nancy. Je m'appelle Valentin Tonti-Bernard, j'ai 24 ans et je suis étudiant entrepreneur. J'ai décidé de créer ce podcast pour que vous puissiez entendre des conversations formidables par des gens brillants. Des gens qui ont pu réaliser de grandes choses tout au long de leur vie, soit qui se sont distingués par leur talent, soit par leur côté entrepreneurial, ou soit par ce qu'ils ont fait ou ce qu'ils pensent. Aujourd'hui, je vais vous présenter une conversation que j'ai pu avoir avec Lionel Gonzalez, qui est agent immobilier et qui est l'un des cofondateurs de l'agence immobilière Place Privée. Alors bonjour Lionel, merci de me recevoir aujourd'hui dans ton agence immobilière Place Privée à Nancy. Donc j'ai eu la chance d'avoir ton associé Patrick Fresne au téléphone qui m'a recommandé de te contacter pour que tu puisses nous parler de ton parcours et de ton expérience. Donc enchanté de te recevoir pour le deuxième épisode de Made in Nancy. Merci Valentin de ton invitation et c'est avec plaisir. Donc est-ce que tu pourrais un petit peu me parler de ton parcours personnel et professionnel avant d'intégrer et de créer Place Privée ? En termes de scolarité, par exemple, première étape, après mon bac B, je suis rentré à l'IUT gestion d'entreprise et administration, donc pendant 2 ans sur Nancy, et ensuite je suis rentré à l'ICN, donc j'ai passé mon concours d'intégration, et pendant 3 ans j'ai pu effectivement être en formation à l'ICN, et ce qui m'a permis ensuite de pouvoir postuler dans les grands groupes, dont L'Oréal, et je suis rentré donc en 90 précisément, en tant que commercial chez L'Oréal dans l'activité cosmétique de luxe et en particulier, je ne sais pas si cette marque tu la connais, ouais. C'est Gloria Vanderbilt, ce joli signe qui se transforme en femme, sur un secteur extrêmement grand. Donc c'était en entrant chez L'Oréal une expérience de terrain extrêmement forte avec un portefeuille qui s'étendait sur une grande partie de la France, et puis intégrer un groupe dans lequel il y a une dynamique, il y a une volonté de performance, il y a une exigence extrêmement forte, et ça a été, même si Gloria Vanderbilt ne fait pas partie des parfums de très grande, on va dire très haut de gamme entre guillemets, mais c'était déjà une belle entrée en matière pour développer un portefeuille, développer une relation clientèle et surtout développer aussi un secteur, puisque le but était effectivement d'ouvrir des comptes et de faire du business. Donc du coup, tu fais un DUT GEA à Nancy, ensuite tu rentres dans une business school qui est ICN à Nancy aussi, puis directement tu intègres un gros groupe. Donc tu avais cette volonté-là de travailler dans un groupe déjà structuré avec un nom, une reconnaissance. En fait, quand on sort de l'ICN, tout le monde n'a qu'une seule envie, c'est de rentrer dans un des groupes leaders du marché français. En l'occurrence, moi j'ai testé plusieurs groupes et c'est L'Oréal qui a eu la gentillesse de me lancer dans l'aventure. Donc il n'y avait pas une volonté première de dire c'est dans un groupe de cosmétiques que je souhaite évoluer, mais c'était avant tout comment on intègre un grand groupe pour ensuite faire sa carrière. Enfin, c'était un peu dans cette logique-là à l'époque, 89, puisque la logique de l'ICN Business School aujourd'hui est assez différente et les variantes ont considérablement évolué. Mais c'est vrai qu'à notre époque, c'était plutôt cette volonté d'entrer dans un grand groupe et de commencer sa carrière. Donc d'accord, donc du coup en sortant de tes études, c'est là que tu commences à faire tes gammes et que tu commences à évoluer au sein de la structure, c'est ça ? Alors, dans cette aventure-là, essentiellement un poste de terrain commercial, je n'ai pas eu ce que je voulais parce que je voulais absolument faire du marketing et la porte était encore assez lointaine avant de pouvoir faire du marketing. Donc j'ai quitté L'Oréal et je suis rentré dans un autre groupe, le groupe Clarins, et en l'occurrence, je me suis encore investi sur un grand secteur en tant que commercial exclusif pour le couturier Montana. C'était une gamme de parfums assez spécifique, assez pointu finalement à commercialiser, et là encore c'était une expérience essentiellement de terrain, de constitution et d'animation de portefeuille et de développement du portefeuille sur un secteur géographique assez large. Face à ça, ou par rapport à ça, j'ai aussi été repéré par le groupe Yves Saint Laurent à l'époque, et je suis là aussi rentré en tant que commercial chez Yves Saint Laurent Parfum pour reprendre un secteur qui était en pleine déconfiture et qui partait à volo. Donc ma mission a été de reconstruire ce secteur, de le redynamiser et de redévelopper le chiffre d'affaires, ce qui a été... Donc tu as une expérience vraiment qui est commerciale de base. En fait, tu as fait du structuring quand tu es arrivé chez Yves Saint Laurent pour redynamiser le réseau et le remettre en place alors qu'il partait à volo. Absolument. Donc vraiment, pendant ces années-là, finalement, ça représentait 3, 4, 5, 6 ans à peu près
6 années de commercial pur et dur finalement dans ces deux premiers groupes. Et ensuite, chez Saint-Laurent, les postes ont été assez évolutifs. Alors c'est vrai qu'entre-temps, la marque a été à la fois, elle appartenait à Charles of the Ritz quand j'ai démarré dans les années 95, et ensuite cette marque a été rachetée par le groupe PPR. C'était encore une autre aventure, une autre vision du métier du luxe et de la parfumerie en particulier, avec d'autres exigences. Donc c'était PPR, Yves Saint Laurent, YSL Beauté. Et de nouveau, la marque a été revendue et c'est L'Oréal qui s'est offert Yves Saint Laurent Parfum. Donc retour Retour aux sources. aux sources, entre guillemets. Et le parcours a été extrêmement riche puisque là on m'a confié beaucoup de missions différentes. Après un poste de commercial, logiquement ça a été un poste de chef des ventes sur une région donnée. J'ai ensuite créé avec un autre camarade la première activité des comptes clés. Alors ça va peut-être faire sourire maintenant, mais à l'époque, en 99, c'est la première fois qu'un groupe de cosmétiques de luxe s'armait, s'organisait autour des comptes clés. Moi, pour la petite histoire, là encore, ce ne sont peut-être des noms qui ne te diront rien, Valentin. C'est possible. C'est Marie-Jeanne Godard, une enseigne de Reims qui était sur l'ensemble de la France. C'était Marie-Jeanne Godard en ce qui me concerne, Nocibé. Donc, voilà, deux enseignes. Ça me parle. Nocibé, ça te parle un peu plus. Et plus les grands magasins. J'ai commencé aussi à travailler pour Printemps et Galeries Lafayette. En tant que compte clé. Donc, qui dit compte clé, c'était essentiellement toute la partie négociation des objectifs de chiffre d'affaires, discussion des plans marketing et animation de ces plans marketing sur le réseau. Et puis au fur et à mesure que nous avons avancé et que le marché aussi s'est développé, s'est structuré autour des comptes clés, puisque ces enseignes au fur et à mesure ont pris de plus en plus de poids au détriment des parfumeurs indépendants. Donc il fallait de plus en plus de moyens humains aussi pour développer le chiffre d'affaires. Et ensuite, nous sommes passés à la création d'équipes terrain, donc des attachés commerciaux qui formaient, animaient sur le terrain. Donc à la fois, là, j'ai pu aussi travailler sur ou m'expérimenter sur la partie managériale. Donc il y avait à la fois la partie commercial business et la partie managériale. Et donc tu as eu une évolution en fait qui t'a permis de passer à la base du côté opérationnel, puis quand le groupe a monté, quand tu as pu évoluer au sein du groupe, tu as eu une phase exécutive, management des équipes et incursion sur le terrain. Absolument. Ça pendant à peu près presque 2 ans, 3 ans. Et à l'époque, le groupe YSL Beauté a lancé sur le marché français et au niveau monde 3 autres marques, des marques de créateurs que sont Alexander McQueen, Ermenegildo Zegna et Stella McCartney. Et à l'époque, la directrice générale Le Monde, Chantal Ross, alors je cite des noms parce que ce sont des noms qui sont extrêmement marquants dans cette profession, m'a confié le lancement sur le marché français de ces 3 marques. Donc 3 marques que le groupe devait lancer au niveau mondial et au niveau France. Et là, pendant presque 1 an et demi aussi, nous sommes, avec notre très petite équipe pour le coup, activés à lancer ces marques-là. Donc là, on partait de zéro, on a un portefeuille de 3 marques, convaincre les distributeurs, que ce soit les enseignes nationales ou les parfumeurs indépendants, de développer ces marques-là, et avec une équipe terrain, une équipe d'animateurs et d'animatrices. C'était un challenge assez fort. Et donc là, j'avais mon premier poste de directeur commercial. Et un challenge réussi du coup? Alors c'est un challenge qui est un peu en demi-teinte. Globalement, les 3 marques, mis à part Stella McCartney, qui est encore sur le marché au niveau mondial, les marques de créateurs étaient à l'époque extrêmement compliquées à faire vivre et à dynamiser sur le marché qui était extrêmement concurrencé et concurrentiel. Donc globalement, Stella McCartney a à peu près réussi, Alexander McQueen a complètement disparu et la marque Ermenegildo Zegna est finalement restée dans le giron des boutiques en fait, de la marque Zegna. Et on ne le retrouve plus maintenant en distribution sélective. Voilà. Mais au-delà de ça, sur un aspect d'expérience, c'était absolument remarquable puisque à la fois c'était travailler avec les directeurs marketing internationaux de ces marques-là, de discuter sur les stratégies de développement et d'animation, et on a inventé des tas de choses, que ce soit dans les formations, que ce soit dans les supports d'animation, dans tout ce qu'on a créé pour inciter les équipes sur le terrain à penser à nos marques et à vendre nos marques. On a été pendant presque 2 ans à être constamment dans des espèces de bulles de création et à se dire qu'est-ce qu'on fait pour développer la marque, qu'est-ce qu'on fait pour faire connaître la marque. Justement, ça m'intéresse parce qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui écoutent Made in Nancy, du coup le podcast, et qui aimeraient savoir comment concrètement, quel processus tu mets en place
pour justement implanter ta marque et la faire connaître. Du coup, toi tu as su faire ça, puisque tu as eu, comme tu viens de me le dire, le portefeuille de 3 marques que tu as pu développer au niveau national puis à l'international. Donc, tu es la bonne personne pour nous en parler. Alors, sachant que on ne parle pas que de moyens financiers. Quand on lance ces marques-là, à la fois, bien sûr, il y a un budget d'investissement en termes de communication et de référencement de ces marques-là, mais il y a surtout aussi une volonté, enfin ce qui nous a été beaucoup demandé, c'est de travailler sur la créativité de l'animation des circuits. Alors, à la fois, c'est un groupe puissant qui lance ces marques-là, donc il y a quand même une certaine légitimité à lancer les marques. Ensuite, ce sont des marques de différenciation. L'objectif n'était pas de diffuser tous azimuts ces marques-là, mais travailler sur des cibles précises de distributeurs. Donc ça a été un travail de mapping finalement. On regarde chez qui ces marques-là peuvent être distribuées, dans quel contexte elles peuvent être distribuées, sous quel format d'animation et de visibilité. Donc c'est là où on aborde les aspects de merchandising, de niche spécifique, de référencement exclusif sur une ville, de façon à ce qu'effectivement, tiens, McQueen sort son parfum, je sais que je vais le trouver dans telle enseigne ou telle boutique de telle ville. Donc il y avait une notion de rareté à travailler. Donc ça, c'était la notion de distribution sélective dans le lancement de ce profil de marque-là, c'est fondamental. C'est exactement la question que je voulais te poser par rapport à la distribution sélective du coup, parce que tu me parlais de secteur géographique privilégié, donc un peu de distribution exclusive et un peu de distribution sélective. Vous avez vraiment choisi, toi et ton équipe, la distribution sélective pour distribuer vos produits. Exclusive. Exclusive. Donc sélectif de fait, puisque les cosmétiques de luxe sont diffusés que dans un circuit de distribution dite sélective. Ça veut dire qu'on ne le trouve pas chez Auchan, Monoprix, etc. On ne le trouve que dans des parfumeries de groupes, de réseaux ou parfumeurs indépendants. Donc on est bien sur une distribution dite sélective. Et la notion d'exclusivité, c'est-à-dire qu'on s'assure que nos produits soient diffusés dans un, 2 ou 3 points de vente maximum sur des périmètres définis. Voilà. De façon à ce que les clients potentiels se rendent dans ces distributeurs-là en particulier pour aller chercher le parfum. Donc voilà, donc vraiment dans la stratégie, définir sur le marché français quelles sont les zones dans lesquelles on doit diffuser ces parfums, ces produits-là, avec une distribution dite exclusive. Qui dit exclusive dit derrière forcément des avantages à apporter. Qu'est-ce qui fait que le parfumeur accepte de diffuser ces produits-là? Qu'est-ce que nous, on lui apporte en contrepartie? Comment on le met en avant, etc. Donc toute la contrepartie à étudier avec le distributeur, c'est à la fois une contrepartie d'animation, c'est-à-dire des moyens humains pour dynamiser la marque les samedis par exemple, ou pendant les temps forts du calendrier annuel, que ce soit la fête des mères, que ce soit Noël, la Saint-Valentin, etc. Une volonté de merchandiser le linéaire, donc d'avoir un habillage spécifique. On travaillait sur des habillages spécifiques pour valoriser le produit ou la ligne dans le linéaire. Ensuite, en termes de formation, ce qui est très important sur des marques qui se lancent comme ça, c'est de s'assurer que celles et ceux qui font la promotion soient absolument comment dirais-je, assez fort sur la façon de vendre le produit, de raconter l'histoire, de raconter la construction du parfum. Enfin, il y a tout un univers, une magie normalement que l'on développe autour de ces marques-là. Il faut que cette magie-là soit retranscrite par les équipes terrain de la manière la plus subtile et qui donne envie à nos futurs consommateurs. Donc, de l'animation, du merchandising, de la formation spécifique, ça c'est pour les aspects d'animation. Après, au-delà de ça, forcément des accords commerciaux avec des avantages particuliers pour référencer ces produits-là. Et puis on n'était pas encore dans des dynamiques de tel chiffre d'affaires à réaliser, sinon on reprend la marque. Bon, voilà. On était surtout sur la vraie volonté de faire partager une aventure. Et ça aussi, c'était un point extrêmement fort. Bon, à la fois une équipe qui en veut, évidemment, qui y croit, mais avec une vraie volonté, avec nos distributeurs et avec nos parfumeurs sélectionnés, d'être à l'origine d'une histoire qui peut-être aurait pu être le futur Angel, Thierry Mugler. Voilà, il y a quelques noms comme ça qui font mouche, ou Jean-Paul Gaultier. Il y a quelques noms comme ça où on sait que ça a démarré dans le même contexte, avec les mêmes difficultés, avec les mêmes recettes presque, et ce sont devenus des leaders au niveau international.
Ça a été un peu moins notre réussite, soyons clairs, mais en termes d'expérience partagée, ça a été extrêmement fort. Donc là, tu as acquis énormément de compétences et de nouvelles compétences qui t'étaient offertes par le groupe. Et là, on était en quelle année pour resituer un petit peu les auditeurs? 2003. D'accord. Et après 2003, du coup, qu'est-ce que tu as pu faire? Alors ensuite, après 2003, je suis reparti chez Yves Saint Laurent Parfum, où là, j'ai pris la direction commerciale des grands magasins en tant que membre du comité de direction. Les grands magasins, ce sont là aussi des marchés très particuliers, avec des mécanismes très particuliers qui ne ressemblent en rien par rapport à des distributeurs comme Sephora ou comme Marionneau ou autres. D'abord, parce que nous avons des stands qui sont visibles, installés dans ces grands magasins. Donc ce sont des espaces d'animation et de commercialisation spécifiques et avec du personnel de la marque. Donc il y a aussi une animation, une formation et un développement commercial dans ces univers-là. Avec des paquebots, comme sont Galeries Lafayette Haussmann, Printemps Haussmann, Le Bon Marché. Ce sont donc des activités qui sont extrêmement visibles par la terre entière, hein, que ce soit nos actionnaires, que ce soit les touristes. Donc on doit, avec ces stands-là et ces équipes-là, être dans l'excellence et dans l'image que la marque, dans laquelle la marque investit au quotidien. Donc il y a une vraie exigence de qualité de service, de qualité d'animation sur ces profils d'emplacement et de stand-là. Donc ça a été vraiment l'essentiel de mon activité, c'est-à-dire travailler sur la rénovation des stands, par exemple, être toujours en phase avec l'identité visuelle de la marque, travailler sur le développement commercial des équipes, donc business, sur la formation des équipes, et puis sur la dynamique d'animation. Un grand magasin, ça bouge tout le temps. Il faut toujours apporter de la nouveauté, il faut toujours apporter des nouvelles idées pour développer la marque et puis accompagner les politiques de nos enseignes, enfin de ces enseignes-là, qui cherchent aussi, comme les marchés sont très très concurrencés, chacun essaye de tirer son épingle de jeu et de faire différent ou mieux que l'autre. Donc vraiment sous tension permanente, hein, quasiment dans ces grands magasins, plus nos actionnaires qui passent perpétuellement dans ces grands magasins-là, puisque c'est là qu'ils peuvent voir tout le marché en réuni sur quelques centaines de mètres carrés et apprécier l'ensemble de nos gammes. Et du coup, quand tu travailles dans ces grands ensembles et quand tu étais directeur commercial du coup à ce niveau-là, est-ce que tu devais faire du management entre les différentes marques et entre les différents acteurs? Parce que je crois savoir que par exemple aux Galeries Lafayette ou au Printemps à Paris, c'est des corners qui sont loués aux marques en tant que telles. Et du coup, comment tu faisais la mise en avant d'une marque plutôt qu'une autre, une animation dans une marque plutôt que dans une autre? Quel rôle tu avais à jouer toi là-dedans? Alors là, en fait, ça ne concerne ce qui me concerne, que Yves Saint Laurent, okay. Yves Saint Laurent Parfum. Donc toute la négociation en centrale avait pour objectif effectivement d'établir un planning marketing annuel et de pouvoir réaliser des animations soit sur corner, soit dans l'ensemble du réseau, de travailler ce qu'on appelle les fameux podiums centraux. Si on prend les Galeries Lafayette Haussmann sous la coupole, hein, ces animations qui sont tous les 15 jours. Donc là, ce sont des investissements assez colossaux, qui sont à la fois des événements d'image, de lancement et de business et de chiffre d'affaires. Donc mon job concernait essentiellement sur la négociation des objectifs de chiffre d'affaires sur l'année, la renégociation des emplacements de nos stands, de nos corners au fur et à mesure que les magasins se transformaient. Donc, quand on est Yves Saint Laurent, forcément on veut la place premium, donc on se bat contre Chanel, on se bat contre Dior, donc à celui qui apportera le plus de moyens ou le plus de rémunération de l'espace au mètre carré. Donc des équipes à manager, des équipes à former, des équipes à mettre en place sur ces stands-là. Donc ça fait partie de mes animations et puis tous les plans marketing qui sont liés à ça. D'accord. Beaucoup de temps passé aussi avec les architectes de la marque, puisque quand on recrée un stand, on est sur des surfaces qui font 5, 6 jusqu'à 10 mètres carrés. Donc en 10 mètres carrés, comment est-ce qu'on expose au mieux nos produits? Donc il y a une vraie valeur ajoutée de réflexion sur le merchandising, sur les outils de promotion et puis sur le confort aussi de nos équipes. Il s'agit, et puis l'accueil de nos clients, bien entendu. La fidélisation de vos salariés, etc. Et donc après, ça c'était en 2003. Tu travailles combien de temps chez Yves Saint Laurent à ce poste-là? Je suis resté plus de 10 ans à ce poste-là. Plus de 10 ans, d'accord. Et ça s'est fini comment, si c'est pas indiscret?
Eh bien, après ces années-là, j'ai quitté en fait Yves Saint Laurent pour une autre marque où mon passage a été plutôt furtif, puisque les missions qui m'ont été confiées et que j'ai réussi d'ailleurs se sont malheureusement retournées contre moi et nous sommes un peu fâchés. D'accord, donc Voilà. on va pas en parler plus longtemps. Donc là, on arrive au point clé, en Oui. 2013, là où tu crées avec ton associé l'agence immobilière Place Privée. Oui. Donc déjà, j'aimerais que tu me parles de ta rencontre avec Patrick Fresne, qui est ton associé, et pourquoi tu as décidé de t'associer avec cette personne-là. Qu'est-ce qui a fait que tu as dit, avec lui, ça va matcher, on va créer une agence immobilière du feu de Dieu qui va rayonner sur toute la région? Alors, avec Patrick, on se connaît depuis déjà très très longtemps et j'étais déjà à ses côtés en tant que partenaire financier sur des agences immobilières d'une franchise nationale très connue. Nous étions sur Épinal et Remiremont. Donc, nous avions, alors moi, juste en tant que partenaire financier finalement, déjà un premier parcours, ce qui me concerne, un parcours dans l'immobilier plutôt de l'extérieur. Patrick, de son côté, a eu aussi des fonctions de direction régionale de développement de cette franchise, de cette même franchise, qui lui a donné aussi de ce côté-là une vision, une expérience en tant que développeur d'un réseau et avec toute l'approche finalement de business, de développement de business, développeur et de développement de la franchise. Donc ça a été un point aussi extrêmement fort dans l'association de nos expériences. Et puis moi, en ce qui me concerne, j'amenais finalement toute mon expérience du luxe. Alors, quand on dit luxe, ça veut dire quoi? Ça veut dire le développement de l'image, le développement du service, le développement de l'excellence et de travailler constamment avec cette logique-là. Parce que quand on a 15 ans de carrière chez Yves Saint Laurent, on est extrêmement marqué par l'image, par la qualité, l'excellence et beaucoup le service, puisque c'était vraiment notre animation au quotidien, comment fidéliser nos clients et comment leur apporter le meilleur service. Alors, et pour la petite histoire, on était quasiment sur le point de signer avec ERA. Et, je dis ERA, je cite l'enseigne, mais parce qu'en cherchant finalement à se développer sur Nancy, la question était de savoir est-ce que nous le faisons de manière complètement indépendante ou est-ce qu'on s'appuie sur une franchise. Comme on a vu l'expérience avec l'autre franchise, on sait quand on prend une franchise, on applique la méthode et puis normalement on doit s'en sortir. Et nous voilà quasiment sur le point de signer avec cette nouvelle franchise quand finalement on passe quelques jours avec des amis et on expose nos projets, etc. Puis mais qu'est-ce que vous en kikinez à prendre une franchise? Vous êtes tous les deux là capables de créer un concept et puis de vous lancer de manière indépendante. Et puis finalement, la réflexion, on se dit, c'est vrai, on va peut-être quand même attendre quelques temps, on va juste se poser encore un petit peu, puis on va essayer de se dire, mais aujourd'hui, si demain on crée une agence immobilière sur Nancy, sachant que sur Nancy Métropole, il y a juste à peu près 180 agences. Alors, quand je dis agence, c'est soit transaction, soit administration de biens, etc. Donc on ne nous attend pas. Place privée en plus ou en moins, personne ne nous attend. Et c'est là où on s'est... Finalement, dans le cadre d'une création d'une boîte, je pense que c'est toujours maintenant c'est toujours comme ça que ça doit fonctionner. On se projette, on se remet un peu en perspective. L'agence, un agent immobilier, d'abord, à quoi ça sert? Comment ça marche? Qu'attendent nos clients concrètement? Quelles sont les expériences qui sont réussies? Quelles sont celles qui ont plutôt Donc merdouillé? faire une vraie étude de marché en fait. Vous posez, vous réfléchissez, vous faites une vraie étude de marché. Je suis reparti comme si j'étais à lycéenne quelques années auparavant. Ou, pour la petite histoire, j'étais aussi vice-président de la junior entreprise. Et là, on est reparti sur l'étude de marché pure et dure avec un business plan à la clé. Et on s'est reposé toutes les bonnes questions sur ce qu'attendent potentiellement les clients ici. Et entre l'expertise de Patrick et puis moi, cette vision du marketing, du service, etc., qu'est-ce qu'on va pouvoir créer? Et on s'est fait des séances de brainstorming avec nos camarades, avec des potes. Et c'est comme ça qu'on est arrivé à créer ce concept de place privée. Vous avez un projet immobilier, soyez nos hôtes. Alors cette notion de soyez nos hôtes, c'est de se dire on va vraiment délivrer du vrai service et on va faire juste correctement notre métier d'agent immobilier. Rien que ça, ça mettait déjà un petit peu la barre un peu plus haute que par rapport à ce qu'il y a sur le marché. On n'a rien inventé finalement, on n'est pas parti dans on va remettre à plat le métier, on va reconstruire d'autres règles de fonctionnement. On a juste une déontologie, on veut juste délivrer une qualité de service et on veut juste que les honoraires que nous demandons correspondent à
une vraie qualité de service. Voilà. Oui, parce que c'est un peu le reproche qui est fait actuellement dans ce qu'on peut entendre, qu'un agent immobilier finalement va prendre 8% ou 10% sur la valeur du bien en commission et que derrière il fait juste un travail de mise en relation. Donc ça c'est vraiment une image que vous voulez rejeter et sur laquelle vous ne vous alignez absolument pas. Absolument. Aujourd'hui, les honoraires correspondent et doivent correspondre à une qualité de service. Alors, quand on fait appel à un agent immobilier, d'abord on a un résultat finalement de moyens. Le but, c'est de vendre le bien qui nous est confié. Et puis au-delà de ça, quand on fait appel à une agence immobilière, c'est-à-dire qu'on a aussi, nous, dans nos fichiers, des clients qui sont déjà qualifiés, qui sont déjà en attente. Donc les honoraires correspondent à la fois à tout ce qu'on va mettre en œuvre pour valoriser le bien et mettre en vente le bien, correspond aussi à toute la qualité, tout le travail de qualification de nos clients déjà en fichier, et ensuite tout le travail d'accompagnement jusqu'à la signature chez le notaire. Aujourd'hui, les ventes ne se font pas en 5 minutes, hein, c'est quasiment entre 40 et 50 heures en moyenne par dossier. Donc derrière, il y a beaucoup de temps passé et les honoraires correspondent à ça. Aujourd'hui, vendre un bien en 1 heure, c'est quelque chose qui se fait rarement. On ne peut pas dire qu'aujourd'hui, on est tous capables de vendre un bien en 1 heure. Donc il y a vraiment une vraie démarche de mise en vente, s'assurer que tout ce que nos clients nous racontent soit juste vrai et que nous délivrons aux clients futurs acquéreurs des biens qui correspondent, comment dirais-je, qui soient vraiment conformes à ce que nous leur vendons. Hein. Donc il y a tout ce travail-là qui est fondamental. Puis au-delà de ça, le côté administratif. Aujourd'hui, on est noyé avec toutes les réglementations entre allure d'un côté et l'angle de l'autre, etc. Donc on est noyé là-dedans. Donc on a intérêt à être formé, à être aguerri. Et là encore, ça fait partie de nos services. C'est qu'aujourd'hui, il faut être effectivement vigilant sur tout ce qui se passe au niveau de la réglementation et être extrêmement sérieux sur tout ça. D'accord. Et donc aujourd'hui, vous êtes 2 associés chez Place Privée, oui. Toi et Patrick. Oui. Et donc comment ça se passe la répartition des tâches? Parce que vous avez un parcours qui est différent. Lui est plus spécialisé à la base dans l'immobilier avec la franchise qu'il a pu développer dans les Vosges. Toi, tu viens de l'industrie du luxe. Comment vous répartissez aujourd'hui les tâches pour qu'il n'y ait pas de conflit et que tout roule au mieux pour Place Privée? Alors dans les 2 cas, Patrick et moi-même sommes aussi à la production. C'est-à-dire que nous avons aussi un portefeuille client. Nous travaillons pour la vente de biens ou pour nos futurs acquéreurs. Donc tous les 2 déjà, nous avons une activité, nous produisons opérationnelle et nous participons à la construction du chiffre d'affaires de cette entreprise. Au-delà de ça, aujourd'hui nous avons une équipe de 9 personnes. Donc nous avons aussi une activité donc, de transaction qui est la principale activité de l'entreprise et une activité de location, gestion locative qui est aujourd'hui notre véritable levier de développement. Et dans les répartitions des tâches, Patrick est clairement sur la partie managériale, suivi des collaborateurs, formation des collaborateurs. Et en ce qui me concerne, moi je suis sur toute la partie super sympathique de la vie de l'entreprise, les bilans, les TVA, toutes ces choses-là. Et puis surtout la communication et toute la partie marketing. Parce que ce qui fait aussi un des points de différenciation par rapport à d'autres agences sur Nancy, nous avons on va dire des goûts liés à tout ce qui est milieu culturel, artistes, artisans d'art. On est très branché dans cette partie-là et aujourd'hui on invite des artistes à exposer à l'agence, on participe, on est partenaire d'événements spécifiques autour de l'artisanat d'art. C'est une volonté pour nous aussi de parler différemment de l'immobilier et puis de pouvoir inviter nos clients à des événements où on n'aurait pas l'habitude de se rencontrer. Et donc vous avez un vrai travail de fidélisation du client aussi, de découverte, d'éducation du client, en plus du simple travail d'agent immobilier derrière en fait. Absolument. C'est pour nous une autre façon de rayonner et de parler de l'immobilier. Quand on fait une opération, quand on expose des artistes, artisans d'art, on invite des clients. Donc on a un vernissage avec 100, 120 personnes. Voilà, ce sont des clients. Donc c'est une autre relation. On tisse des liens très différents avec nos clients là-dessus. Même si on n'est pas sur une fidélisation récurrente. On ne peut pas dire une fois qu'on a vendu une maison, on va revendre une maison 6 mois après au même client. Donc, mais c'est toujours une façon de rester en contact avec nos clients et puis de dire on n'est pas que des vendeurs de maisons ou d'appartements, on a aussi une autre philosophie de participer à la vie culturelle à notre juste mesure sur Nancy. Donc vous ne faites pas du one-shot en fait, vous faites vraiment du suivi client, contrairement à ce qu'on peut reprocher à certains agents immobiliers. Oui, ça c'est un point, oui tout à fait. Et donc ça c'est quelque chose qui devient, si je peux me permettre, de l'expérience que tu as eue au préalable en fait, de tout ce que tu as pu voir dans le luxe, etc., le développement. Tu sais que ce développement-là se fait sur le long terme et pas uniquement sur un coup. Absolument. Ouais, c'est vraiment une bonne chose.
Et au niveau du coup, je passe à autre chose, mais au niveau de, donc tu étais salarié pendant une vingtaine d'années, si je ne me trompe pas. Oui. Ensuite, tu deviens indépendant. Oui. Ça a été dur pour toi? Ça a été un choix qui a été difficile ou C'est un choix qui fut effectivement difficile. C'est-à-dire qu'au-delà du fait de se dire on lance une entreprise, c'est notre bébé, c'est notre création, donc si on réussit, bah, on le devra forcément qu'à nous et les équipes qui nous auront accompagnés. Si on se plante, c'est rien que nous aussi. Bon. Et là, c'est notre argent pour le coup. Exact. C'est là où le curseur est radicalement différent. Dans ces grands groupes, nous avons une pression effectivement au quotidien de résultats, sur le résultat, sur le délivrer le profit qui va bien, réussir nos opérations. Donc on a plus nos actionnaires qui défilent régulièrement sur ces espaces-là. Donc on a vraiment une pression forte pour que tout soit au top et dans l'excellence. Mais si je me plante, c'est pas mon argent. Voilà, je me plante, je retrouve bien une solution pour me rattraper. Là aujourd'hui, et c'est ça qui est excitant dans le fait de créer une entreprise, c'est que forcément on part pour réussir de toute façon, et pour réussir, c'est là il faut quand même passer un petit peu de temps à se gratter les neurones, et avant de se lancer, bah ça c'est plutôt effectivement ma façon de voir les choses. On ne s'est pas lancé comme ça aveuglément, on a quand même effectivement bien étudié notre marché et bien étudié ce qui doit être les clés de la réussite sur ce métier-là. D'accord. Et aujourd'hui, qu'est-ce que tu rencontres du coup comme difficulté quand tu crées ton entreprise? Parce que voilà, il y a des difficultés au niveau juridique, au niveau de l'expertise comptable. Tu me parlais des tâches que tu faisais de façon récurrente, la TVA, les relations expert comptable, avocat, etc. Donc, qu'est-ce qui t'a fait peur toi et qu'est-ce qui a été le plus difficile pour toi? Ce qui a été le plus difficile, ou du moins le plus stressant, c'est vraiment la première année. Entre le moment où on lance l'activité, donc on a tous nos business plans, donc on se sent être complètement cadré, et forcément il n'y a pas d'erreur dans les tableaux. On lance l'activité et ce qui a été extrêmement positif, c'est que dès les premiers mois, ça a fonctionné. Dès les premiers mois, on nous a vu apparaître, on a vu notre campagne de communication, on a été très vite très différenciant. Et du coup, c'est un peu secoué le marché aussi. C'est-à-dire, bon, c'est quoi ces loulous là qui débarquent? Qu'est-ce qui vient de marcher sur nos plates-bandes? Donc ça a été extrêmement excitant. Et en même temps, il faut que l'argent rentre, forcément, parce que derrière, on a les emprunts qui courent. On a pris aussi le parti de recruter uniquement du personnel salarié. Dans notre profession, on peut être soit salarié, soit agent commercial. Quand vous êtes agent commercial, forcément, ça coûte entre guillemets rien à l'entreprise, puisque c'est plutôt une rétrocession d'honoraires qui est faite au niveau de l'agent commercial. Donc ça ne coûte rien. En revanche, les salariés, tous les mois, il va falloir que le chiffre d'affaires se fasse parce qu'il faut qu'on les paye. Ça a été vraiment la partie la plus stressante sur la première année. Donc moi, j'étais aux commandes avec notre banquier presque tous les mois pour s'assurer que le chiffre d'affaires rentrait bien, comment est-ce qu'on allait payer les additions du mois suivant, etc. Donc ça a été vraiment le plus stressant. Et puis l'année est passée, on a plutôt bien fonctionné. Sur un marché à l'époque qui était en pleine chute, puisque la crise de l'immobilier fin 2008, début 2009, chute de tous les prix dans les grandes villes et surtout dans toutes les périphéries où là c'était vraiment catastrophique. Donc nous sommes arrivés en 2013 sur un marché qui ne nous attendait pas et sur lequel, au contraire, le fait de faire bien son job et dans le respect de la déontologie nous a permis rapidement de sortir notre épingle du jeu. Et surtout qu'en plus, il faut rappeler aux auditeurs que le métier de l'immobilier, donc une vente, ça ne se fait pas en un claquement de doigts. Il y a un compromis qui doit être signé, a posteriori, il y a l'acte authentique qui est établi devant le notaire, avec là le transfert de propriété. Donc quand tu vends un bien, toi, quand tu signes avec ton client, il te faut combien de temps à peu près pour être payé derrière? En moyenne, on compte 3 mois. Donc ça veut dire que les 3 premiers mois, tu étais sûr de faire 0, quoi. C'est ça. En fait, on est parti sur un business plan avec 6 mois, sans vente. On prend l'hypothèse la plus triste et la plus négative, 6 mois sans vente. Au contraire, ça s'est très bien passé, parce que le premier mois, on avait déjà une première vente. C'est beau. Alors, effectivement, quand on fait une vente, vous signez un compromis de vente, en sachant que la spécificité aussi chez Place Privée, c'est que nous faisons nos compromis de vente en agence. Ça fait partie
du service aussi que nous délivrons. Ça permet de réduire, les Les frais de notaire. délais, alors pas les frais de notaire, mais les délais entre le moment où on se met d'accord sur une offre et le moment où on signe un compromis de vente. Chez le notaire, en principe, vous avez à peu près 15 jours, 3 semaines avant d'avoir un rendez-vous. Nous, aujourd'hui, en agence, dans la semaine, le compromis est fait. Donc on gagne beaucoup en délai avant d'arriver à la signature chez le notaire. Il y a ensuite en moyenne 3 mois avec un prêt bancaire. Si c'est un paiement comptant, on peut réduire ce délai à 2 mois. Ce qui est sympathique quand tu as un paiement comptant. Moins d'aller. Ça va plus vite, tout à fait. Et donc pour finir l'interview, est-ce que tu pourrais nous donner des conseils pour des entrepreneurs qui nous écoutent et qui chercheraient à se lancer, leur donner un peu les clés de ta réussite et les diriger vers le parcours que toi tu trouves le plus important, vers ce vers quoi ils doivent vraiment se tourner et vraiment travailler? Alors, il y a un premier point, c'est de travailler sur la confiance personnelle, à titre personnel, hein. On se lance dans un projet, c'est sûr qu'il y a beaucoup d'aléas et on ne sait pas au bout du compte si le projet va être une réussite. Donc, il y a déjà une vraie, comment dirais-je, il faut déjà vraiment se donner beaucoup de confiance et garder cette confiance-là et garder cette énergie-là. Ça, c'est un point très important. Quand on a lancé notre activité, on s'est beaucoup, comment dirais-je, on a beaucoup interrogé notre entourage, nous sommes allés rencontrer différents acteurs du marché. Donc on a voulu aussi se forger une véritable opinion sur le marché, enfin, ce qui nous concerne, notre marché de demain, comment ce marché se maintient ou se développe. Donc il y a eu une vraie volonté aussi de prendre de l'information, du bien analyser, donc d'avoir ce retour assez clair sur comment est-ce qu'on peut pénétrer ce marché-là. Donc confiance, ensuite rencontrer les acteurs, donc pas peur. Et puis on a travaillé aussi sur le développement d'un réseau de partenaires. Ça, c'était assez novateur de notre côté. On a donc des partenaires, que ce soit des partenaires notaires, financiers, des architectes, de façon à ce qu'on puisse développer un partenariat de service. Quand on parlait de service tout à l'heure, ça c'était aussi assez innovant en 2013 de pouvoir proposer à nos clients en fonction d'un besoin de financement, en fonction d'une étude particulière avec un notaire, en fonction j'ai besoin de refaire toute ma maison, donc auprès de qui je peux faire des devis. Donc on a travaillé ça et on est allé à la rencontre de nos partenaires avant de lancer l'activité. Et donc quand on a démarré, on avait déjà aussi un tissu de partenaires. Donc on s'est entouré par rapport à ça. Après, au-delà de ça, alors là, la recherche du banquier, ça a été la revanche, le parcours du combattant, hein. Donc, agence immobilière, zone rouge. Personne ne veut financer des agences immobilières sur un marché qui était en pleine chute. Et en fait, ça a été là encore un moment fantastique. C'est la rencontre avec un banquier qui connaissait un peu notre métier et qui a vu dans notre parcours les deux Gugus là, avec quand même une carrière solide. Ici, chacun ayant à peu près 15 ou 20 ans d'expérience dans le salariat, forcément, ils ont la tête sur les épaules et leur projet va être certainement viable. Donc il y a eu aussi un pari de la part du banquier de nous accompagner, sachant qu'on a quand même eu, franchement, il y avait très peu de banques qui nous suivaient sur ce coup-là, hein. Bon, donc là encore, c'est des histoires de rencontres finalement. Et dans un projet comme ça, à la rencontre des uns et des autres, être extrêmement confiant, avoir la niaque, hein, forcément, hein, ça c'est un point important. Après, au-delà de ça, qu'est-ce que je peux donner comme conseil? C'est notre première boîte, on en aurait déjà créé 3-4, on aurait peut-être encore plus de, c'est de se lancer, en de fait. conseils. C'est vraiment d'oser et de se lancer aussi. Il faut oser, ça c'est vrai, il faut vraiment oser. C'est vrai quand on a 20 ans de salariat, dans des grands groupes, ou dans des groupes tout court, hein, on a quand même toujours des filets comment dirais-je, on est quand même dans des cocons finalement, ouais. et les risques sont finalement assez minimes. Là, entrepreneur, voilà. Si on se plante, c'est nous et c'est sur nos vides. Ouais. Mais ça reste très excitant, forcément. Ah c'est clair. Très excitant. C'est clair. Et du coup, Lionel, donc, j'ai pour habitude de demander à la fin des interviews, des gens que je rencontre, s'ils ont des personnes à me recommander pour interviewer sur le podcast, donc sur Made in Nancy. Est-ce que tu pourrais, par exemple, me parler de quelqu'un qui t'inspire ou qui est créatif ou avec qui tu aimes bien travailler sur la région pour qu'on puisse l'interroger dans Made in Nancy?
Alors, rien à voir, mais je pense à Nancy Magazine. Ils sont arrivés quand nous, on est arrivés aussi. Donc, un magazine de plus sur Nancy, ou le moins, pareil, en rebelote, hein, à quoi ça sert, comment ça marche, qu'est-ce que ça va apporter, etc. Et aujourd'hui, là, ce sont des gens, petite équipe, qui diffusent Nancy Magazine Nancy, maintenant Metz Magazine, ils sont en train de prendre une véritable belle part de marché sur Nancy. Là, voilà un bel exemple de réussite qui a démarré presque en même temps que nous. Interviewé Nancy Magazine de la part de Lionel Gonzalez. Bon, moi, en tout cas, je te remercie pour cette interview, le temps que tu as pu m'accorder. Et puis, ton parcours est super et j'espère que vous irez loin avec Poulas Privé. Merci beaucoup, Valentin. Je vous remercie d'avoir écouté ce podcast jusqu'au bout. J'espère qu'il vous aura plu et qu'il a pu vous inspirer ou vous aider dans vos projets. Si vous aimez Made in Nancy et que vous voulez faire évoluer ce podcast, vous pouvez tout d'abord nous envoyer des recommandations par rapport aux gens que vous aimeriez que nous interviewons sur le territoire de Nancy ou de la Lorraine, ou que vous puissiez partager ce podcast et en discuter avec vos amis. On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau podcast et un nouvel épisode. Bonne semaine à tous.